Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser, et aujourd'hui je vous propose de rencontrer Mathieu Lou, qui est l'auteur de Dagada Story, un jeu absolument tout mignon en fait, puisque on est sur des inspirations Super NES. Donc si vous avez déjà vu une seule fois Super Mario, vous avez à peu près l'idée du contenu du jeu, c'est-à-dire qu'en fait vous allez vous déplacer, passer de plateforme en plateforme, pour justement atteindre en fait des collectibles. La particularité de ce jeu, l'une des particularités, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'ennemis. En tout cas, le jeu se contente tout simplement d'être une succession en fait d'engrenages à collecter et de pièces à déverrouiller. Alors l'idée, c'est justement que le jeu, on le verra dans l'échange avec Mathieu, soit relaxant. Et c'est un jeu qui est très intéressant puisque le personnage est un petit peu... il y a deux personnages principaux. Il y en a un qui est assez rond, tout bleu, un petit peu comme si vous croisiez Kirby avec un personnage qui date un peu mais qui s'appelle Doraemon. Du côté japonais, et avec une espèce de guide spirituel qui va être un tout petit être jaune tout mignon, qui va être sur les épaules du personnage, et qui va pouvoir en fait se déplacer indépendamment, c'est-à-dire que on va avoir justement le personnage principal qui lui va collecter en fait les engrenages, et on va avoir le personnage secondaire qui lui va passer en volant, puisque lui il ne saute pas, il lévite dans des petits chemins pour justement pouvoir débloquer davantage de pièces et d'endroits où aller. Donc c'est un jeu qui se veut assez tranquille. C'est une découverte qui est faite en live sur ma chaîne Twitch Indé Jeux, donc c'est UNDESJEUX, et il se trouve que voilà, c'est un format qui s'appelle Indé Game Dev, avec le chat, donc les gens qui réagissent en direct et qui posent eux aussi leurs questions, d'où le fait que effectivement à chaque fois on a des entretiens qui sont assez riches. C'est l'opportunité de parler de pas mal de choses, voilà, du genre de jeu, du choix du personnage, de l'intention en fait de la personne derrière ce jeu, et aussi effectivement de certaines choses comme le fait que l'auteur a présenté son jeu au Tokyo Game Show, et donc ça c'est assez particulier puisque c'est la première fois que j'ai l'opportunité de discuter avec quelqu'un sur la présentation d'un jeu à l'étranger, et sur comment est-ce que le jeu est reçu là-bas, comment est-ce que on vit en fait cet événement-là. Donc j'espère que vous apprécierez cet entretien, et puis je vous laisse avec Mathieu. Alors pour l'histoire du nom, en fait, je savais. En fait, au départ, c'était un peu un nom de code. Je savais pas trop comment l'appeler. Je connaissais que le nom de mon personnage. Et en fait, après, je voulais donner un nom qui fasse un peu comme Super Mario Bros ou Yoshi's Island, un nom qui est très générique pour pouvoir éventuellement faire des suites ou des jeux avec des sous-titres. Bon, je suis pas sûr de faire des suites ou quoi, mais c'était l'idée qui était derrière ça. On va voir, mais normalement, mais ça a gagné en stabilité depuis. Je trouve que le jeu a gagné quand même pas mal en stabilité, parce qu'il y a même il y a quelques mois avant, peut-être en juin, mai-juin dernier, c'était une version qui était déjà un peu plus ancienne, où j'avais fait quelques correctifs ou quoi. Mais encore, c'est vraiment pendant les 3-4 derniers mois où j'ai fait une refonte, une repasse sur pas mal de features et de debug. Avant, il y avait vraiment, tu pouvais faire des out of band beaucoup plus facilement. Maintenant, c'est stable. Maintenant, c'est costaud. Tu développes ce jeu depuis quand exactement? Ça va faire, je pense, 3-4 ans. Je me souviens plus exactement. J'ai commencé en 2020 ou 2021. C'était quelque chose comme ça. Après, c'est mon premier jeu, donc il y a eu aussi des sortes de reboot du jeu, et aussi j'ai pris du temps avant de trouver vraiment la ligne directrice. Mais grosso modo, je pense que ça doit faire peut-être 1 an et demi, 2 ans où j'ai quand même une ligne beaucoup plus claire et là sur lequel j'avance. Donc voilà. Mais ça fait quelques années. Si ça te va, ouais, ça va m'intéresser aussi de creuser en fait l'histoire du jeu et ton histoire à toi aussi, parce que souvent on en apprend énormément sur le jeu lui-même quand on sait un petit peu par quelle phase il passe, et justement
quelle vision en fait ont les auteurs. Toi, en termes de parcours en fait, qui t'a mené à commencer en tout cas la première version. Sur quoi tu as travaillé? Est-ce que tu es un autodidacte ou est-ce que tu as fait vraiment des études spécialisées déjà? Moi, je suis développeur web à la base. Bon, et après encore, c'est vrai que le développement aussi informatique, je l'ai un peu. Aujourd'hui, je le fais de manière professionnelle pour du web, mais je l'ai aussi appris sur le tard, on va dire. Et c'est une fois que je maîtrisais un peu le développement informatique où je m'y suis mis à faire du développement de jeux vidéo, à apprendre par moi-même en autodidacte sur des logiciels un peu plus poussés, style Unity. Enfin, c'est là où je me suis mis à Unity notamment. Mais après, avant, en fait, au collège, avec avec mon frère, on avait déjà découvert des petits logiciels pour créer ses propres jeux. Et en fait, et ça, c'était vraiment des expériences cool de pouvoir, quand t'es au collège, de pouvoir créer ton jeu ou du moins essayer. On n'allait jamais au bout des projets, mais bon, c'est toujours très cool de faire ça. Et en fait, à l'époque, c'était vraiment des projets pour le fun et sans pression. Et c'est un peu aussi ce que j'essaye de faire avec Dagada Story, dans le sens où j'essaye quand même de faire ça de manière professionnelle et de rendre la chose attrayante pour que ça plaise non seulement à moi, mais également aux autres. Mais à la fois, c'est toujours de garder en fait il y avait vraiment un état d'esprit de création qui est très différent quand on fait en amateur dans son coin, que j'aime bien et que j'essaye de garder pour Dagada Story. DZ qui demandait si tu avais développé sur Scratch. Sur Scratch, Ouais. c'est... Ou tu étais Non. directement allé sur Unity en termes de développement de jeux vidéo, ou est-ce que tu as eu des logiciels entre guillemets, en fait ils sont perçus comme étant intermédiaires, comme Scratch, comme RPG Maker, des choses comme ça. Est-ce que tu es directement allé en fait sur le dur? Alors, en fait, en effet, j'avais commencé par RPG Maker au tout début. RPG Maker 2003, donc c'était vraiment dans mes années collège. Et ensuite, après, j'ai testé d'autres logiciels comme Game Maker, qui était pas mal. Mais en fait, aussi, une des raisons pour lesquelles je me suis mis à Unity, c'est que je m'étais dit, je vais m'orienter sur une technologie que je pourrais revendre potentiellement pour travailler pour une boîte de jeux vidéo. Et donc voilà, c'était la stratégie. Mais en fait, le jeu a pris de l'ampleur, le projet aussi. Donc en fait, maintenant, je fais ça pour moi, quoi. Il y avait la question de combien de temps a pris le développement, et en tout cas pour la version actuelle. Alors pour la version actuelle, en fait, je pense qu'il y a eu une grosse refonte. En fait, non, pas une refonte, mais il y a eu un gros travail de game design que j'ai réalisé avec un étudiant, en fait, que j'ai pris entre guillemets en stage. C'était pas vraiment ça, mais je l'ai quand même rémunéré pour l'occasion parce qu'il avait fait un travail de fou. Donc pendant 2 mois, on avait travaillé ensemble et il m'avait appris énormément sur le game design, tout ça. C'était vachement intéressant. Et là, il a remis en perspective pas mal de choses. Et donc ça, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, il me semble. Et puis après, depuis, j'ai continué sur ces bases à partir de ça. Donc, et encore une fois, il y a 1 an, quand j'avais fait un Kickstarter il y a 1 an, où visuellement et même en termes de gameplay, il y avait déjà les premières idées, tout ça. Mais je pense que ceux qui ont joué à la démo en fait du Kickstarter d'il y a 1 an ont été quand même assez surpris par ce que j'ai proposé récemment. Je pense en bien, mais après encore une fois, je suis à l'écoute des retours. Mais et ça, cette nouvelle version a été retravaillée énormément il y a 4-5 mois, quoi. Ah oui, on est quand même sur une nouvelle itération, quoi. Ouais, après ça c'est la difficulté en développement de jeux vidéo, c'est les itérations. Il y en a. Là, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir des builds, enfin d'avoir de quoi tester tous les mois, quoi, pour vraiment m'assurer de pas faire de faux pas dans l'année qui suit, quoi. Ouais, tu le vois comme une passion ou tu le vois comme un potentiel métier? Je le vois vraiment comme une passion.
Vraiment comme une passion. Je pense que se lançant dans un développement de jeux vidéo un peu en solo, parce que je suis quand même aidé, je suis pas tout seul. En fait, il faut que ce soit un minimum une passion. Enfin, il faut que ce soit une passion, sinon j'aurais pas tenu autant d'années. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc après, je dis pas, je suis loin de là d'être le meilleur game dev. Je pense pas avoir un talent en particulier, mais en tout cas, j'aime bien ce que je fais, donc bon, c'est l'essentiel, j'imagine. Tout à fait. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est déjà avoir envie d'avoir. Il y en a, ils veulent juste raconter entre guillemets une histoire, faire vivre une expérience, et en vrai, c'est ceux-là qui font les meilleurs jeux parce que bah, il y a rien de pire que de faire un jeu pour un jeu, quoi. Et il y avait une question justement de Vampire Aigri qui disait concrètement depuis quand tu as cette idée de jeu. Bah alors, le personnage, ça fait assez longtemps que je l'avais en tête, et le personnage, je l'avais fait il y a plus de 10 ans, en fait, c'était à l'époque, je faisais de la musique plutôt, et j'avais fait de la musique pour ce personnage-là. Vraiment de la musique en chiptune, vraiment old school. Et je savais déjà que je voulais en faire quelque chose de lui et de faire un jeu de plateforme où tu monterais très très haut. Genre tu commencerais sur la Terre et tu irais vraiment dans l'espace. Et puis après 10 ans se sont écoulés où je n'avais rien fait. Et après en fait j'ai voulu pour un premier jeu reprendre ce personnage-là que j'avais créé. Je suis parti sur du platformer en me disant bah le platformer c'est simple et puis après évidemment que c'est une erreur de base. Et voilà. Mais J'aime bien le ouais, c'est simple et puis après bon, ça l'est pas. ça l'est pas du tout, ça l'est pas du tout. Donc on a un personnage qui est absolument tout mignon, qui est le personnage donc que tu as designé il y a 10 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors aujourd'hui, en fait, alors je développe le jeu, mais je suis quand même accompagné par des freelances qui me donnent un coup de main sur énormément de choses, la musique, les graphismes et le sound design. Donc notamment il y a la graphiste qui fait un travail de fou. C'est elle en fait qui fait principalement tous les sprites. Moi je fais de l'intégration et je fais quelques modifications par-ci par-là pour que ça colle bien dans le moteur et pour pouvoir faire vraiment tout ce que je veux. Mais voilà, c'est comme ça qui est. Et je lui ai donné donc en effet pour les inspirations, c'est Yoshi Island sur Super Nintendo. Il y a beaucoup aussi dans les expressions, j'aime beaucoup Sangoku dans Dragon Ball. Donc voilà, c'est un peu les quelques trucs qui me viennent en tête comme ça. Ouais, j'ai une histoire en tête qui est racontée où vraiment t'as un cheminement où tu peux vraiment développer le truc. Enfin, où il y a un méchant en fait qui va apparaître, que tu vas voir au fur et à mesure du jeu, que tu vas découvrir au fur et à mesure du jeu. Après, il y a aussi des choix qui sont très simples à faire, mais que peuvent un peu orienter on va dire ton parcours dans le jeu. Et après, bon, l'histoire, ça reste assez simple et c'est minimaliste, hein, comment c'est raconté. Mais j'ai réfléchi quand même dessus parce que j'avais envie de raconter quelque chose aussi pour l'occasion. C'est alors en fait, si, il y a un méchant, mais il y a pas de boss. Il y a pas de boss, il y a pas de séquence où voilà où il y aura enfin, les boss qu'on peut rencontrer même dans des platformers ou des fois dans les Mario, ce sera pas vraiment le cas. En fait, il y a des formes, il y a des scènes qui seront un peu plus difficiles que d'autres. Ce sont un peu des scènes spéciales, mais de plateforme simplement, de plateforme ou de puzzle. Mais non, il y aura. Alors en fait, bon, il y aura peut-être un boss tout à la fin, mais sinon, grosso modo, non, c'est pas l'idée. Oui, c'est pas ton intention. Le but du jeu, c'est d'avoir un jeu de plateforme qui soit sur des valeurs positives, c'est ça? Alors en fait, c'est vrai que, en effet, il y a un côté confort. En fait, parce que c'est vrai que, enfin, c'est le style de jeu que j'aimerais pouvoir jouer, que j'aimerais jouer aussi. Enfin, voilà, c'est aussi l'idée de faire un jeu dans lequel je me retrouverai, et c'est notamment aussi le cas de
c'est le style d'ambiance et d'expérience que j'aimerais avoir après une dure journée de boulot en fait, où t'es un peu dans une bulle, t'es tranquille et te prends pas la tête, tu résous des petits puzzles, t'explores des nouveaux univers. C'est vrai que bon, après j'aime bien jouer à des jeux beaucoup plus exigeants, style des Dark Souls ou tout ça. Mais je sais très bien que c'est pas du tout le même, ressenti que tu as. Là, en effet, là c'était plutôt dans l'idée de, voilà, tu passes une petite soirée chill tranquillement. Est-ce que tu comptes en faire d'autres exemples? Par exemple, il retourne chez lui, etc. Est-ce que justement ce personnage-là, qui est le personnage principal de ton jeu, est-ce que justement on doit s'attendre à ce qu'il ait d'autres aventures en fait dans une certaine continuité? En vrai, le truc c'est que je pense pas que j'aurai malheureusement pas le temps de. J'ai envie de faire d'autres jeux où j'ai d'autres idées de jeux par la suite. Donc ce sera vraiment, moi j'ai en tête de faire surtout une expérience comme ça. Mais après en fait, dans mon parcours de création, j'aimerais bien. Là, je commence par du platformer pour faire référence à Mario, Yoshi Island. Et en fait, ensuite, j'ai envie de faire une référence à Zelda Link to the Past sur Super Nintendo. Donc, ce sera plutôt un Zelda-like. Voilà. Et après aussi, j'aimerais faire un troisième jeu où c'est beaucoup plus un RPG style Final Fantasy. Voilà, c'est. Ok. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai dans l'idée de faire des one-shots pour les jeux et en changeant de style aussi. Je pense que moi, ça m'intéresse un peu plus de faire des choses différentes aussi. Tu as déjà passé 1 an et demi, 2 ans sur le jeu. Mais là, est-ce que tu sais à peu près combien de temps il te resterait à faire sur le jeu pour qu'il soit terminé? En fait, moi, je me suis donné jusqu'à début 2026. En fait, je cherche un éditeur aussi en parallèle et je sais que les éditeurs, ils ont une vision en fait sur le long terme parce que eux, ils essaient de remplir un catalogue au trimestre, par exemple. Donc en fait, à chaque fois que je vois des éditeurs, il y en a beaucoup qui me disent ah non, laisse tomber pour 2025. Tous les éditeurs ont déjà leur catalogue de prêt. Donc en fait, à la fois, ça me permet de prendre le temps de faire les choses que je veux et je me dis que en 2026, j'aurais évidemment aimé avant, mais bon, voilà, comme c'est aussi, c'est pas quelque chose que je fais à temps plein, je fais ça à temps partiel. Voilà, ça me permet de bien faire les choses. Aussi, avec le Kickstarter, il y a des gens qui vont pouvoir aussi participer un peu à la création du jeu, donc pour que je puisse inclure leur contenu. Voilà, c'est pour ça qu'il me reste encore 1 an et demi, on va dire, de dev dessus. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu parlais de Kickstarter notamment, quelle a été vraiment la présence en fait du financement participatif dans ton projet et du coup, selon ta réponse un peu, il va y avoir forcément la question du est-ce que tu peux pas faire sans un éditeur? Mais du coup, quelle a été la présence vraiment est-ce que c'était vraiment au tout début ou est-ce que c'était vraiment pour ce jeu-là spécifiquement? Non, c'était vraiment pour ce jeu et c'était donc il y a 1 an, le développement avait quand même bien avancé. Après, pour être très honnête, c'était très très modeste. J'ai plus vu ça comme un événement communautaire où en fait, pour pouvoir donner la chance à des gens qui veulent ajouter leur petite idée dans le jeu. En fait, notamment, c'est là où il y a eu l'idée de rajouter des skins. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir ajouter leur skin de Dagada pour pouvoir jouer au jeu avec. Et il y a également des quêtes annexes que il y a des gens qui vont pouvoir aussi ajouter leur petit contenu comme ça. Mais voilà, c'était de l'ordre de 3500 €. C'est pas du tout, enfin, c'est anecdotique, voilà. Ça m'a bien aidé. À la fois, c'était vachement sympa de voir une motivation et un petit mouvement derrière le jeu. Mais après, ça reste modeste par rapport à des Kickstarter de jeux où, voilà,
où il vise 100 000 $, quoi. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Tokyo Game Show, puisque tu as dit que tu avais traduit le jeu en japonais, que tu t'étais en plus déplacé là-bas, on s'était rencontrés justement au moment où tu devais y aller. Bah, est-ce que tu peux nous parler du fait de comment est-ce que tu en es venu en fait à participer au Tokyo Game Show et comment ça se passe là-bas? Alors pour le Tokyo Game Show, en fait, c'est un truc que j'ai toujours voulu présenter le jeu au Japon. Je sais qu'il n'y a pas de et en fait, voilà, c'était vraiment, j'avais envie d'y aller, j'avais envie d'essayer ça parce que voilà, c'était vraiment, moi, c'était une envie que j'avais. Et alors en fait, pour aller au Tokyo Game Show, t'as plusieurs façons d'y aller. Notamment, tu peux, si ton jeu il est bon, tu peux te faire inviter au Tokyo Game Show. Et donc en fait, t'as pas à payer l'inscription, etc. Tu fais beaucoup d'économies. Malheureusement, après, je pense pas que Dagada Story aurait été, même avec une belle présentation, je pense pas qu'il aurait été pris dans la liste des 80 développeurs qui ont le droit. Mais après, moi, j'avais un peu bradé j'avais quand même postulé, mais j'avais fait un truc vite fait parce que j'avais la flemme de faire l'administratif un peu. et donc après, j'y suis allé. T'as une borne, tu sais, t'as un stand où voilà, tu poses ton PC et puis c'est sur 4 jours. Les 2 premiers jours, c'est professionnel. Donc là, tu fais beaucoup de réseaux. C'est là où j'ai contacté beaucoup de publishers et aussi un peu de la presse pour un peu donner de la visibilité sur le jeu. Et ensuite, t'as le samedi dimanche où là c'est ouvert au public et là j'ai pu montrer le jeu au public japonais. Et c'était cool parce que c'est vrai que ils disaient c'est mignon ou c'est comme Yoshi Island, tout ça. Après voilà, moi j'aime beaucoup le Japon ou quoi, c'est vraiment j'étais content de le montrer là-bas, c'était un rêve un peu en fait de faire ça. Donc voilà, ça faisait partie c'était un peu comme le Kickstarter, ça fait partie des petits trucs auxquels je me dis, en faisant ce projet-là, en fait, je peux faire des aventures un peu différentes que ce que j'ai dans mon boulot de tous les jours. Ouais. Le Tokyo Game Show en faisait partie, quoi. Mais t'y allais tout seul? Tout seul, c'est-à-dire t'es parti de Montpellier où on s'est croisés, t'es allé au Japon avec ton PC portable et t'as vraiment fait toute cette orga tout seul, sans soutien, ou est-ce qu'au contraire vous étiez un groupe? Alors heureusement sur place, en fait, parce que on en a profité avec ma compagne pour se balader au Japon, donc elle m'a donné un coup de main sur le stand quand j'y étais. Mais après non, en termes d'organisation, tout ça non, après ça j'ai fait tout seul. Après j'ai un peu une expérience dans les salons parce que j'en ai fait quelques-uns en France. Alors donc j'étais moyennement perdu, on va dire. Mais bon, voilà, en fait après j'ai écrit en fait un article sur comment j'ai vécu le Tokyo Game Show. Sur le site gamedeveloper.com, je crois. Et ce qui donne un peu quelques idées de ce qu'il faut faire à mon avis et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que bon, évidemment, j'ai fait des erreurs. Voilà, s'il y en a qui veulent se lancer comme je l'ai fait en mode t'as un stand et puis tu y vas, il y a quelques informations là-dessus. Non mais c'est ouf en fait, parce que du coup ça c'est des trucs, il faut absolument poster ça sur les réseaux sociaux en mode parce que c'est une vraie aventure. Puis toi tu parles japonais? Je parle un peu parce que en fait j'y étais allé il y a très longtemps où j'avais appris la langue. Depuis j'ai perdu pas mal, mais après c'est vrai qu'une fois là-bas c'est quand même mieux. Moi je parle pas suffisamment, donc c'est mieux de parler. De mieux parler japonais, et aussi il faut absolument traduire son jeu en japonais.
Sinon, tu Ouais. passes à côté de quelque chose. Par rapport à ça, est-ce que toi qui as commencé, ça fait un petit moment en fait que tu as commencé à montrer ton jeu, etc. Est-ce qu'à Tokyo, tu as vraiment eu une vision différente de ton jeu? Est-ce que tu as eu des adjectifs, des réactions auxquelles tu t'attendais pas ou tu as eu l'impression que c'était justement un petit peu entre guillemets exclusif à Tokyo et du coup au Japon? Ou est-ce que au contraire, c'était vraiment dans la continuité des commentaires que tu as eu jusque-là? Non, c'est bon. Oui, alors en fait, au Japon, non, en vrai, dans l'ensemble, je suis plutôt rassuré que les réactions sont quand même. En fait, ça restait assez positif et ça leur. En fait, bon, moi, j'étais surtout content le fait que, bon, en fait, il y avait les Japonais que j'ai rencontrés semblaient bien aimer le jeu, en fait. Donc, j'étais quand même content de me dire que j'arrivais à faire quelque chose qui pouvait les toucher eux aussi. Euh, mais mais en vrai, dans l'ensemble, c'était assez. Non, c'était plutôt positif, mais c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce que j'arrive à retrouver même quand je montre le jeu en France, Ok. où il y a les mêmes. Enfin, c'est toujours c'est toujours le côté mignon, quoi. J'ai l'impression que ça joue énormément. Le côté Nintendo est plutôt bien retranscrit. Ça c'est universel, j'ai l'impression. Donc je suis assez content à ce niveau-là. Donc ce qui est intéressant avec ce genre d'entretien, c'est de se rendre compte du fait que le jeu vidéo indépendant est exactement au jeu vidéo ce que le cinéma d'auteur en fait au final est à cet art, c'est-à-dire que on se retrouve avec une vraie vision d'artiste, avec des questionnements sur la façon de faire, sur justement comment le montrer, où le montrer, sur l'évolution du jeu aussi, avec le fait que à la base Mathieu Liu, comme il le disait, se retrouve plutôt avec un bagage de développeur web, donc ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, c'est pas forcément les mêmes langages, c'est pas les mêmes logiciels, c'est pas les mêmes. Donc en fait on se retrouve vraiment avec quelque chose de très 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 différent, et pourtant il y a une envie, il y a un personnage qui existe depuis plus de 10 ans, qui d'un coup prend entre guillemets vie dans ce jeu, qui se crée au fur et à mesure, où on a d'autres artistes qui se greffent au projet pour justement faire en sorte qu'il existe. Et donc c'est là où le jeu vidéo déjà de base est une œuvre collaborative, et ça c'est quelque chose que l'industrie oublie parfois, la partie collaborative, c'est-à-dire que on a quelque chose de très pyramidal des fois, et c'est là où on a le plus de problématiques, pas seulement artistiques, mais aussi finalement marketing, etc. C'est-à-dire que on a finalement une hiérarchie qui ne comprend pas en fait l'intention créative de ces équipes, et l'inverse, les équipes créatives qui n'arrivent pas en fait finalement à suivre les décisions stratégiques au niveau hiérarchique. Et donc cette idée de jeu indépendant tel que Dagada Story peut le montrer, c'est aussi l'idée justement de l'œuvre collaborative avec finalement toutes les parties prenantes qui vont dans la même direction. Et c'est ça aussi qui fait que on a dans le jeu vidéo indépendant une telle diversité et une telle surprise. C'est-à-dire que souvent, en fait, on va se retrouver avec des titres. À l'époque, rappelez-vous peut-être de Minecraft ou de Angry Birds même. En fait, on se retrouvait avec des surprises totales que personne n'attendait et qui révolutionnent complètement notre façon en fait de jouer, de toucher en fait au téléphone ou justement de concevoir les mécaniques de création d'objets. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez remarquable, et c'est vrai que c'est quelque chose dans un pixel près où on va essayer de creuser ces aspects-là pour voir justement si à un moment donné il n'y a pas un petit peu quelques solutions, quelques patchs comme on dirait pour un jeu vidéo à apporter en fait à l'industrie et justement à son organisation. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous souhaite une superbe fin de journée et je vous dis à demain.